Bonjour à tout le monde. Donc, comme promis, il est 14 heures. Nous allons commencer cette webconférence pour tenir les délais promis. Donc, bienvenue à cette webconférence organisée par l'Office international de l'eau à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre des actions menées par le Centre de ressources de l'OFB sur les milieux humides. Donc, je me présente, je suis Julie Manet, je suis chargée de projet à l'Office international de l'eau. Sur le contexte de la webconférence, je vous dirais que depuis la convention de Ramsar en 1971, de nombreuses actions ont été mises en œuvre pour stopper la destruction des zones humides en France, avec un premier plan national d'action en 1995, la création des pôles relais en 2001 ou encore la Journée mondiale des zones humides, et que ces initiatives ont permis aux zones humides de ne plus être un sujet qui intéresse seulement les scientifiques experts, mais est-ce qu'on peut dire pour autant aujourd'hui que c'est un sujet grand public? Et plus largement, où en est-on sur le sujet? Ce sont donc les questions auxquelles aujourd'hui on souhaite apporter des éléments de réponse dans cette conférence. Et donc pour cela, on va avoir tout d'abord 4 intervenants qui vont vous proposer un tour d'horizon de la question, donc depuis le grand public jusqu'aux experts, en passant par les médias, les gestionnaires de milieux. Donc voilà, un public des cibles assez vastes. Donc on aura après un court temps d'échange avec ces 4 intervenants. Et puis en conclusion, on aura 2 interventions qui vont nous présenter un peu d'autres perspectives, avec notamment la nouvelle stratégie de CESP. Donc je laisserai notre intervenant vous dévoiler ce que signifie ce sigle, même si peut-être certains d'entre vous doivent déjà le savoir. Et enfin, on va aussi vous présenter l'Observatoire national de la biodiversité, et en particulier sa section sur les milieux humides. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, donc d'une heure et demie. On va essayer de tenir un peu ces délais. Et je laisse sans plus attendre la parole au premier intervenant donc de ce premier panel de 4, qui est Éric Potard, du service des données et l'étude statistique du ministère de la Transition écologique, pour cette première présentation. Donc voilà, je vous laisse. Éric, n'hésitez pas pour les questions dans le chat. Merci. Alors, est-ce que ça partage? C'est bon? Alors non, là, on voit votre écran de présentateur. Il faudrait l'autre écran. Hop. C'est pas ça. Alors, hop, on va y arriver. On va arrêter une seconde. Ouais, c'est facile, mieux. C'est plus simple. Hop, partager. Parfait, là, c'est très bien. C'est bon? Merci. Très bien. Donc, merci à tous. Je vais essayer d'introduire cette webconférence du mieux. Tout d'abord, en vous présentant donc, quelques résultats. C'est vraiment quelques résultats issus d'une vaste enquête qui a été menée en 2020 sur un sujet un peu large, les Français et la nature, avec une volonté donc, de centrer sur les questions qui traitaient directement ou indirectement des zones humides, et aussi des personnes qui vivent dans des territoires où se trouvent des zones humides. Donc, j'ai fait des extractions spécifiquement donc, pour le traitement de données, spécifiquement pour cette webconférence. Dans la majorité des cas, à quelques exceptions près, les chiffres sont présentés concernant la France métropolitaine et sont exprimés en pourcents. Je vais essayer d'aller très brièvement donc, pour rappel sur l'enquête. Donc, c'est une enquête donc, pilotée par le service statistique du ministère de la Transition. Une vaste enquête, 30 minutes, un questionnaire assez large qui balayait pas mal de choses. 4553 personnes, un échantillon représentatif de la population française, avec 2 suréchantillons, un pour l'outre-mer et un pour les communes métropolitaines en aire protégée. Je vais essayer d'aller très vite sur cette présentation dans la mesure où c'était pas le cœur de cette enquête-là, les zones humides, et essayer de vous présenter des résultats assez rapidement pour laisser plus de place aux autres intervenants. Donc d'abord, une première question que je vais vous présenter sur l'état des zones humides en France. On avait une question qui portait là-dessus. On évaluait l'état de différents milieux, mais notamment celui des zones humides. Alors là-dessus, sur la France entière, donc sur l'ensemble de notre échantillon, on a 64% des gens qui nous déclarent qu'on est en situation de dégradation, 27% qui pensent qu'au cours des dernières années, des 10 dernières années, la situation est restée stable, et seulement 9 qui pensent que la situation s'est améliorée.
Petit différentiel entre la métropole et l'outre-mer. En outre-mer, on a une vision un peu moins négative de l'état des zones humides au cours des dernières années. On est à 59% de gens qui pensent que ça s'est dégradé contre 65% en métropole. En détail, sur cette catégorie-là, donc là, pour l'essentiel, c'est quand il y a des petites astérisques, ça concerne essentiellement la métropole. Le public, les publics les plus convaincus d'une dégradation sont les 35-44 ans, à l'opposé des moins de 25 ans, en haut de graphique, qui ont un peu moins ce sentiment-là de dégradation des zones humides. Les personnes qui vivent dans des territoires où les zones humides représentent plus de 2% de la surface communale, on a à la fois un sentiment de dégradation assez fort, 68% des gens, c'est-à-dire c'est supérieur à la moyenne nationale, et d'un autre côté, on a aussi 14% des gens qui pensent qu'elle s'est améliorée, ce qui est le taux le plus haut. Donc on est dans des positionnements qui sont assez opposés là-dessus, entre voilà, les gens qui vivent directement en contact ont soit une vision plus négative, mais à la fois une vision plus positive. C'est un sujet qui, manifestement, interpelle peut-être un peu plus les femmes que les hommes, 66% contre 61%, on est à peu près à 5 points d'écart, ce qui est quand même pas négligeable. Des communes moyennes, on voit là aussi que les personnes qui ne vivent pas dans des zones humides donc, ont moins tendance à percevoir une éventuelle dégradation. C'est également le cas des personnes ayant un faible niveau d'études et des gens qui habitent dans l'agglomération parisienne qui ont un peu moins le sentiment d'une dégradation des zones humides. Quelques questions. Alors, je voulais présenter juste avant. Là, je vais vous présenter des choses en opposant deux catégories. Des gens qui habitent dans des territoires où la surface communale abrite 2% de zones humides. Par rapport à des territoires qui n'en ont pas ou très peu. Voir aussi comment, à d'autres questions qui ne touchaient pas spécialement aux zones humides, comment ils se positionnent par rapport à ces enjeux de nature. Donc, sur la fréquentation, on voit que les personnes qui vivent à proximité de zones humides ont nettement plus tendance à fréquenter la nature. Hein. C'est les personnes qui répondent tous les jours ou plusieurs fois par semaine. On est à près de 5 points supérieurs et on voit aussi qu'ils répondent beaucoup moins souvent ne jamais s'y rendre par rapport aux autres catégories. De la même manière, l'accès facilité, on voulait aussi voir un certain nombre de milieux, s'il était facile d'y accéder. Donc là, par exemple, en posant la question à proximité immédiate de chez vous, vous pouvez accéder facilement à des milieux aquatiques, lacs, rivières, on va dire, on s'y attendrait, hein, mais c'est ce que nous confirme l'enquête. On voit bien que les personnes qui vivent directement au contact de zones humides, massivement, déclarent y avoir accès, hein, 94% contre 72% dans les secteurs où les gens n'ont pas de zones humides à proximité. Là où les gens déclarent aller plus souvent au contact de la nature. Alors, on avait un ensemble de propositions à la montagne, à la campagne, etc., en forêt. Au niveau national, c'est en forêt qui est le choix numéro 1. Donc, on avait demandé aux gens de faire 3 choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, dans les secteurs de zone humide, le premier choix, c'est d'abord le littoral et en mer. Probablement parce que notre échantillon de personnes qui habitent dans des secteurs de zone humide sont sur des zones humides en proximité de littoral. Donc là, massivement, 49% des gens qui habitent en secteur zone humide nous déclarent que c'est le principal endroit sur lequel ils vont. Mais en deuxième choix, très fortement, au bord de rivières, de lacs, d'étangs ou de zones humides. Et on voit quand même une vraie différence avec les personnes qui ne vivent pas au contact direct de zones humides. À proximité immédiate de chez vous, pouvez-vous fréquemment observer une grande variété d'animaux sauvages. Là, à nouveau, on voit que l'observation d'une grande biodiversité faunistique est beaucoup plus marquée dans les secteurs de zones humides que dans les autres secteurs. 14% des personnes nous déclarent qu'il y a une très grande variété d'animaux sauvages à proximité de chez eux, contre à peine 9% dans le reste de la population. Enfin, c'est pas tout à fait le reste de la population, mais globalement. Et voilà. Et que 8% déclarent une très faible variété contre 15% dans les autres secteurs. Donc, confirme quand même qu'il y a bien conscience d'habiter dans un territoire particulier et d'avoir aussi un territoire dans lequel on observe une biodiversité, tout au moins en matière de faune, qui est très importante.
Sur la façon d'appréhender l'état de l'environnement à l'échelle communale, donc là, on a une vision qui est plutôt plus positive dans les secteurs zones humides que dans les secteurs hors zone humide. Euh, Globalement, c'est quelque chose qu'on observe aussi de manière plus générale dans le monde rural. Donc, en fait, là-dessus, est-ce que c'est le fait d'être en zone humide ou pas en zone humide? Probablement pas. C'est plutôt le fait d'être sur des secteurs ruraux. Je continue assez rapidement. D'après vous, dans quelle mesure, alors là, j'ai fait le choix d'aller, on avait proposé un ensemble de facteurs qui pouvaient contribuer à la dégradation de la nature en France. Et notamment, j'ai voulu regarder un peu comment les enquêtés se positionnaient par rapport aux facteurs urbanisation, donc qu'on avait caractérisé avec cette parenthèse les nouvelles constructions dans des espaces naturels. Ce jugement sévère à l'égard de l'urbanisation comme facteur de dégradation est particulièrement notable dans les zones humides et beaucoup moins dans le reste du territoire. 68% contre 60%, on le voit, qui considèrent que l'urbanisation contribue beaucoup à la dégradation. Enfin voilà, donc pour préserver la nature, des aires protégées ont été créées partout en France. Ça, c'est un calcul que j'avais fait rapidement. Je ne m'attendais pas forcément à un décalage aussi fort, donc on avait proposé un ensemble de types d'aires protégées, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles et zones Natura 2000. Et pour les zones Natura 2000, on voit particulièrement qu'il y a une connaissance des zones Natura 2000 particulièrement forte dans les secteurs de zones humides. Donc 15% disent qu'il en existe près de chez eux, 24% ont connaissance et savent très bien de quoi il s'agit. On voit que la différence est assez nette quand même par rapport aux personnes qui ne vivent pas dans des secteurs de zones humides. Voilà, j'ai essayé de vous faire un aperçu rapide de ce qu'on pouvait voir sur cette question des zones humides, aussi de la caractérisation des personnes qui vivent en secteur zone humide dans ce bref tour d'horizon. J'ai essayé de faire court. Pour ceux qui sont intéressés, on a mis en ligne une data visualisation dont vous avez le lien en dessous. Je pourrais le remettre dans le chat pour ceux qui veulent aller la consulter, qui permet d'aller voir les résultats en métropole, en outre-mer, voir les différentes questions, pouvoir les regarder à travers l'âge, le genre, le revenu, le niveau d'études. Donc voilà. Et je profite pour faire un tout petit peu de pub parce que nous organisons aussi une webconférence autour de ce sujet-là. On vient de publier une grosse publication avec 15 contributeurs qui s'appelle Société, Nature et Biodiversité autour de cette enquête. Et nous ferons une webconférence le 10 mars prochain avec 4 intervenants de milieux variés. C'est une publication que j'ai coordonnée, que je vous invite à prendre connaissance, même si on n'y parle pas beaucoup de zones humides, mais beaucoup de nature. Voilà, je vous remercie tous. Je laisse la parole au suivant. Alors, Merci beaucoup. Je profite que vous ayez optimisé votre temps pour poser peut-être juste une question en rapport direct avec votre présentation. Là, on vous a demandé si le fait d'habiter près de zones humides n'était-il pas tout simplement corrélé avec le fait d'habiter en milieu rural? Ou est-ce que ce biais avait été pris en compte ou corrigé? alors, pour certains des cas que j'ai présentés, j'ai bien insisté là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes, notamment sur l'appréciation de l'état de l'environnement, qui, de manière générale, en milieu rural, est une vision de l'état de l'environnement plus positive que la vision qui en est faite en ville. Ensuite, sur la majorité des résultats, j'ai confronté les deux. Il y a eu des chiffres que j'ai fait le choix de ne pas présenter parce que on voyait fortement que c'était la dimension rurale qui influait plus que la dimension zone humide. Là, j'ai essayé de prendre des chiffres qui, globalement, étaient plus liés à des spécificités marquées en zone humide. Ok, merci. Une deuxième petite question, puis après on passera la parole à Maxime, comme on a un tout petit peu de temps. On vous demandait comment la notion de dégradation était présentée aux enquêtés, aux personnes qui répondaient à l'enquête. La notion de dégradation. Alors, il n'y avait pas de. La question était à peu près telle que je voulais soumise dans tous les cas, l'enquête évoluait de manière très progressive, avec une acception de nature la plus large possible. L'idée de dégradation étant pas spécialement caractérisée, le but étant de savoir si ils avaient le sentiment au cours des 10 dernières années que la situation était restée équivalente
s'était amélioré ou s'était dégradé. C'est vrai qu'on n'entrait pas particulièrement dans la notion de dégradation pour la caractériser. Là, on est vraiment dans du sentiment, c'est-à-dire dans de l'impression, pas dans un jugement objectivé ou objectivable. Ok, merci beaucoup pour ces compléments. Bah, du coup, on va passer la parole à Maxime après cette première présentation qui nous permettait de bien rentrer dans le sujet. Donc, Maxime Fouillet de l'Office international de l'eau qui va nous parler voilà, un peu du lien entre zone humide et médias. Donc, je vous rappelle que s'il y a le temps, on prend des petites questions vraiment sur les présentations des intervenants après leur intervention, s'ils n'ont pas trop débordé. Et puis sinon, on aura un court temps d'échange pour les 4 intervenants ensemble à la fin de ce premier panel de 4. Maxime, alors là, on voit ton écran présentateur. Et là, c'est bon. Merci. Merci Julie. Bonjour à tous. On m'entend bien, c'est bon? Oui, on s'entend bien, merci. Donc voilà, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter quelques résultats d'une étude qu'on est en train de terminer. Donc on a eu d'abord le point de vue, avec Eric, le retour sur, de manière générale, les Français. Là, on va faire un focus sur les médias. Alors, moi, je ne suis pas sociologue de formation, hein, je suis écologue de formation, mais les médias, c'est un miroir de l'opinion publique qui, à la fois, témoigne de ce que pense l'opinion publique et puis a un impact aussi sur l'opinion publique en donnant plus ou moins de place à certains sujets. Donc, voilà, ça nous semblait intéressant de travailler sur la question des médias. Et donc, dans les faits, en fait, on a réalisé une étude en 2021 qui est en cours de publication. Le rapport sera disponible d'ici quelques semaines, dont l'objectif était de caractériser le traitement médiatique des milieux humides dans l'idée d'étudier son évolution et éventuellement voilà, pouvoir faire le lien avec les actions engagées dans l'objectif de améliorer nos pratiques de diffusion, sensibilisation, communication, etc. Ça s'inscrit dans un travail plus large qui avait été commencé l'année d'avant sur la Journée mondiale des zones humides et puis qui n'est pas terminé puisque là, je vais vous présenter des résultats sur la presse, sur les médias audiovisuels, donc télévision et radio. Il restera la presse écrite à explorer également. Donc, en termes de méthode, ça, ce sera dans le rapport. Donc, je vais juste survoler histoire que vous sachiez de quelle manière on a procédé. On a fait un focus donc, sur la télévision et la radio de 1947 à 2020, année complète au niveau des données. On a utilisé une base de données qui s'appelle l'INATech, qui est donc administrée par l'INA et qui regroupe tout ce qui relève du dépôt légal des émissions. Donc, chaque diffuseur d'émissions de radio ou de télé est tenu de déposer dans ce dépôt légal une description des différentes émissions diffusées sous forme donc, de notices. Et c'est ces notices, qui sont des fiches descriptives de chaque émission, qu'on a collectées à l'aide de plusieurs requêtes, 8 requêtes au total, 6 requêtes par milieu, donc une sur les marais, une sur les tourbières, une sur les milieux alluviaux, estuaires, lagunes et mangroves, et 2 requêtes plus génériques, l'une sur les zones humides et l'autre sur milieux humides. Donc, par requête, il faut entendre un ensemble de mots-clés qui, tous ensemble, sont recherchés dans les notices documentaires. Et donc, sur la base de ce travail, on a fait une analyse quantitative, uniquement quantitative, du contenu de ces émissions, enfin des émissions identifiées. Concrètement, ça nous donne 80 000 notices collectées. Alors, il y a du ménage à faire là-dedans parce qu'il y a des doublons, etc. Donc, au final, on retient 44 000 émissions différentes diffusées entre 1947 et 2020. Et dans les faits, on a différents cas de figure puisque on a... je masque ça pour que vous puissiez profiter des aperçus. Donc, en fait, on a quatre cas de figure principalement. Des émissions qui portent sur le milieu en tant qu'écosystème. C'est l'exemple de Cap Sud-Ouest à la découverte des milieux du Sud-Ouest, enfin des territoires du Sud-Ouest qui presque à chaque fois parlent d'une ou plusieurs zones humides du Sud-Ouest en tant que milieu. On a des émissions qui portent sur le milieu plutôt dans sa dimension culturelle, paysagère, historique, patrimoniale, territoriale, etc. Exemple, Outre-mer tout court, avec des reportages sur la mangrove, non pas en tant que milieu naturel, mais en tant que
voilà, milieu culturel, si on peut dire. On a aussi des citations ponctuelles du milieu dans l'émission. Par exemple, pour préciser un lieu, bon, alors là, j'ai mis l'exemple du dessin animé Martin Mystère. Il y a un épisode qui s'appelle Les Monstres du Marais, voilà, qu'on a identifié. Et puis, on a des citations ponctuelles dans les métadonnées, c'est-à-dire dans la fiche descriptive de l'émission, sans pour autant que le mot ait été cité dans l'émission. Mais là, c'est le ou la documentaliste, lorsqu'il renseigne la notice, qui va citer voilà, le milieu, type Frédéric Le Gardien, qui est une émission des années 80 où il y a régulièrement des scènes la scène se déroule dans un marais, chevaux qui galopent dans un marais, etc. Et puis, bon, il y avait un 5e cas, mais qui correspond aux notices éliminées, c'est qu'il y a des termes qui ont un autre sens. Donc, c'est le cas, par exemple, de Jean Marais, qui, bien sûr, s'est retrouvé largement représenté dans les 80 000 notices et qu'il a fallu mettre de côté. Voilà, alors quelques résultats là-dessus. Première question, quelle évolution de 1947 à 2020 ? Donc, sur ce graphique, vous avez chaque année l'effectif d'émissions identifié et en orange, le total d'émissions dans l'INATEC, c'est-à-dire la quantité d'émissions déposées au dépôt légal cette année-là. Et on voit déjà clairement une croissance sur la période. On voit notamment un décollage, enfin moi j'appelle ça un décollage de 85 à 2001 à peu près sur la fin des années, la fin du siècle dernier en fait, où la croissance du nombre, enfin de l'effectif annuel est plus rapide que la croissance du fonds d'émissions. Donc voilà, on pourrait parler sûrement d'engouement pour cette thématique. Et puis à partir de 2001, bon, ça suit à peu près la courbe orange, donc on a rattrapé. C'est avant tout l'augmentation du volume d'émissions qui explique l'augmentation du volume sur la thématique des milieux humides. On voit aussi, alors bon, je vais vite, hein, mais on voit aussi l'influence de l'actualité qui peut être assez forte. Alors, il y a 3 exemples là qu'on repère. Le premier, c'est 1996 avec un pic d'émissions. Et en fait, quand on regarde de quoi parlent ces émissions, il y en a beaucoup cette année-là, beaucoup de JT qui parlent du questionnement autour du label de PNR du Marais Poitevin et son renouvellement ou non, sachant que le non-renouvellement est intervenu l'année d'après. On a aussi 2014 qui ressort nettement. Alors 2014, c'est la mort de Rémi Fraisse sur la zone humide du Testet au niveau du lac de Caussade. Et en même temps, il y a le sujet du Center Parks de Roabon qui est beaucoup traité. Et exemple à l'inverse, 2020, où on voit que la quantité d'émissions est très faible par rapport aux autres années. Et en fait, là, c'est clairement un sujet médiatique très, très fort, le Covid, qui éclipse la thématique milieu humide. Alors, de quoi est-ce qu'on parle à la télé et la radio ? Là, en fait, on peut s'intéresser au volume des différentes requêtes en termes d'émissions collectées. Et on voit que Marais et Estuaire collectent plus de 3/4 des 44 000 émissions. Donc, c'est-à-dire que c'est les milieux qui sont les plus représentés à la télé et à la radio. On voit aussi que les émissions sur les zones humides, c'est 2000 émissions, alors que milieu humide, c'est seulement 80 émissions. Donc, il y a clairement une préférence. Enfin, le terme milieu humide reste très peu utilisé. On voit qu'il y a seulement 14 émissions sur lagune. En fait, ça témoigne avant tout d'un problème au niveau de la requête, c'est qu'on n'a pas utilisé le terme étang, alors que localement, le terme qui est utilisé, à l'exception peut-être des gestionnaires, mais c'est le terme étang, sauf qu'on ne l'a pas utilisé parce que ça ramenait beaucoup trop d'émissions hors sujet. Donc, il faudrait compléter en faisant directement des recherches avec les noms propres des différentes lagunes, étangs d'Ambert, etc. Et puis, sur milieux alluviaux, on voit qu'il n'y a que 200 émissions, à savoir qu'on n'a pas pu utiliser le terme mare dans la requête parce qu'il ramenait là aussi beaucoup trop d'émissions en allant chercher toutes les occurrences de marée dans les notices. Voilà, on n'a pas pu solutionner ce problème. Voilà, et tourbières et mangroves, donc respectivement 1200 émissions et 4400. Quel est le rôle des différents médias? Alors, sur l'ensemble du corpus, la télé régionale, c'est quasiment 50% des émissions diffusées. Ensuite, on trouve le satellite et TNT, puis le national, puis en dernier lieu, la radio. Et quand on fait un focus sur la requête, enfin les résultats de la requête zone humide, on repère plusieurs choses. Alors voilà, sur les 30 dernières années, par exemple,
on voit que de 2004 à 2007, la télé régionale a réagi fortement au lancement de la JMZH, la Journée mondiale des zones humides, à partir des années 2000. Voilà, sur ces 4 années-là, il y a eu vraiment un engouement de la télé régionale pour ce sujet-là, probablement parce que c'était nouveau et en même temps, il y avait des pôles relais qui venaient d'être créés, qui montaient en puissance sur leur action de sensibilisation, etc. Donc, voilà, ça a très bien marché les 4 premières années. Peut-être aussi un moindre intérêt les années d'après parce que c'était moins nouveau. On voit aussi sur la radio en jaune, entre guillemets, un réveil à partir des années 2009-2010. Et on remarque que la radio en 2020, au contraire de la télé régionale, c'est un média qui s'est maintenu en termes d'effectifs d'émission. Et puis sur la télé nationale, on voit en vert, on voit que c'est à peu près stable, sauf actualité forte, exemple 2014, encore une fois, la mort de Rémi Fraisse, où là, on a la télé nationale qui en parle beaucoup plus que les autres années. Voilà, alors un autre résultat, c'est que selon les milieux, ce n'est pas les mêmes types d'émissions. Alors là, on pourrait en parler assez longtemps et fouiller les données, mais juste 3 exemples. Le premier, c'est sur zone humide où on a les JT qui occupent une part importante par rapport aux autres milieux des émissions identifiées. Donc les zones humides, c'est des termes qui sont beaucoup utilisés pour de l'information, vraisemblablement en lien avec tout ce qui va être inventaire, conflit, réglementation, etc. Les mangroves qui font l'objet d'un grand nombre de séries et documentaires, ce qui se retrouve quand on va voir sur le détail des notices, parce que c'est des milieux qui sont pas mal associés avec les loisirs, le divertissement, le voyage. Et puis, il y a quelques séries de reportages pseudo-fiction qui se passent dans des mangroves, avec beaucoup d'épisodes. Et puis, sur Marais, on voit que les marais, c'est 96% des dessins animés du corpus. Donc, en fait, voilà, c'est un milieu qui est très concerné par les dessins animés. En plus, les dessins animés, c'est des émissions qui sont des fois diffusées 200 fois en 5 ans. Donc, voilà, pour les jeunes Français, leur premier rapport avec la zone humide, c'est très sûrement un monstre dans un marais, dans un dessin animé. Voilà, donc ça, c'était un peu une synthèse des résultats sur le plan quantitatif. On n'a pas fait sur le plan qualitatif parce qu'il faudrait aller regarder chacune des émissions, ce qui, évidemment, pour 44 000 émissions, n'est pas réalisable. Après, on a quand même extrait un petit extrait du corpus, 400 émissions tirées au sort, dans lequel on a regardé en détail la notice. Ce qu'on remarque, c'est que, comme on le présentait, dans une majorité des cas, le milieu est traité dans ses dimensions autres que écologiques, c'est-à-dire culturelles, patrimoniales, touristiques, territoriales, ou alors en tant que lieu support de l'action, plutôt en tant que description. Et donc, le corollaire, c'est qu'une minorité des émissions traite le milieu en tant qu'écosystème, même si, voilà, faut relativiser, c'est quand même à peu près 20% sur cet extrait de 400 notices. Donc, ce n'est pas ridicule non plus, avec des hétérogénéités selon le type de média, puisqu'on est à 50% pour la radio, à peu près 20% donc pour télé nationale et régionale, et pour satellite et TNT, seulement 10%. Et puis, les intervenants qui prennent la parole, en premier lieu, c'est des usagers, puis des experts et des agents publics, puis des habitants, etc. Mais bon, il faudrait pousser davantage ces analyses-là. Voilà, bon, alors juste en petits éléments de conclusion, ça reste un travail à affiner et à compléter sur la presse écrite, c'est un projet. Mais il y a quand même des acquis pour tout ce qui est action d'accompagnement des acteurs, de sensibilisation. Le premier, c'est qu'on a 2 relais principaux. La radio, qui est très sensible aux sujets liés aux écosystèmes, vraiment à nos sujets cœur en tant que gestionnaire. Et la télé régionale, qui est plus sur une approche territoriale. Bon, ce n'est pas étonnant, c'est logique, mais c'est vérifié. La télé nationale, qui est sensible aux actualités fortes, est plutôt négative en général. Donc, bon, si on veut passer par ce média-là, il faut certainement utiliser les opportunités offertes par certains événements forts, type inondations, etc. Dans les faits, la majorité des occurrences télévisuelles et radiophoniques, c'est sous l'angle territoire, patrimoine, culture, et c'est les marais et les estuaires. Et puis, donc, le vocable milieu humide est peu utilisé dans les médias. Voilà, bon, je m'arrête là parce que j'ai largement dépassé. Pour en savoir plus, il y a l'étude de 2021 sur la JMZH. Donc là, c'est un focus sur la Journée mondiale des zones humides qui est déjà disponible.
Et l'étude, le rapport de ce que je vous ai présenté sera bientôt publié. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Maxime. Donc, merci pour cette plongée, on va dire, dans les coulisses des médias. Et donc, comme l'a dit Maxime, ce rapport et puis la plupart des rapports en fait, présentés aujourd'hui vous seront transmis. Donc, on va passer d'ores et déjà à la troisième. Peut-être je réponds à la question, enfin je vois qu'il y a une seule Tu penses question. que c'est rapide, ta réponse? Oui, sur la requête étant, c'est que ça générait 200 000 notices, je crois, avec beaucoup de notices sur enfin, il y a beaucoup de lieux qui s'appellent la résidence des 3 étangs, des choses comme ça, et en fait un tri impossible à faire, donc on a exclu ce terme des requêtes de recherche parce qu'on ne pouvait pas matériellement l'utiliser. Merci, Maxime. Donc, on propose maintenant de passer à la troisième intervention et d'aller plutôt du côté des gestionnaires. Et c'est Alexis Rondeau de l'Office français de la biodiversité qui va vous faire cette troisième présentation du tour d'horizon. Bonjour, avec le micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Donc, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, voilà, impeccable. OK. Merci. Bien, je vais donc vous présenter les résultats, ou une partie en tout cas des résultats de l'enquête qui visait à identifier les besoins en formation pour les gestionnaires d'aires protégées. Donc, c'est une enquête qui a été pilotée par l'OFB et puis animée par Réserve naturelle de France au nom d'un groupe de travail qui est associé à la Conférence des aires protégées. Voilà, donc je vais vous présenter une partie des résultats seulement, ce qui concerne plus spécialement les zones humides. Je voulais quand même vous présenter un petit peu l'architecture de ce questionnaire qui a été réalisé avec d'abord un tronc commun qui apparaît là sur votre gauche avec des questions qui étaient donc qui concernaient tout le monde, tous les répondants, avec 3 questions sur les enjeux, les thématiques et les usages sur lesquels les gens pouvaient rencontrer des difficultés. Puis après, les gens avaient le choix de se positionner ou en tant que directeur responsable de structure ou de service et ou en tant que salarié. Et en tant que salarié, à nouveau, ils pouvaient choisir en fonction de leur activité, de leur métier, de choisir si leur activité concernait plutôt la mobilisation des acteurs et l'animation territoriale ou la connaissance, la gestion, le suivi, l'évaluation, ou bien encore la police. Moi, je vais vous présenter essentiellement les résultats qui concernent le tronc commun, là, pas du tout les réponses très marginalement, celles des directeurs, mais essentiellement les aspects connaissance et gestion répondus par les salariés. Donc, quelques petites généralités à nouveau. Pour vous dire que c'est une enquête qui a été ouverte pendant 2 mois l'année dernière, entre juillet et septembre. Il y a à peu près 640 personnes, enfin on a retenu en tout cas 640 réponses, ce qui est relativement satisfaisant quand on considère qu'il y a 6 à 7 000 personnes qui travaillent dans ce domaine-là, donc on arrive à peu près à 10%. Donc c'est quand même un échantillon relativement significatif. Et puis, quand on regarde un petit peu qui sont les gens qui ont répondu, c'est tous les réseaux d'appartenance, tous les réseaux de gestionnaires d'aires protégées ont répondu. On peut mentionner par exemple le Conservatoire du littoral, les conservatoires d'espaces naturels, les parcs nationaux, etc. Voilà, à chaque fois, toutes les questions faisaient l'objet également d'un commentaire libre. Donc, il y a aussi un gros matériel disponible puisqu'il y a des centaines de commentaires disponibles de façon écrite de façon libre. Je vais vous présenter maintenant les réponses relatives au milieu, thématique et usage. Donc, je vous le rappelle, c'était les 3 questions qui étaient communes à tout le monde. Donc, toutes les personnes ont répondu à ces questions. Et la première d'entre elles concernait les usages. On a demandé aux gens, parmi les usages qui étaient identifiés dans la stratégie nationale aires protégées, quels sont ceux sur lesquels les gens pouvaient rencontrer des difficultés ou avaient des besoins en formation.
Et donc là, vous en apercevez assez facilement, c'est le tourisme qui arrive en tête devant l'agriculture et le pastoralisme. Alors le tourisme, quand on creuse un petit peu, en fait, il s'agit essentiellement de la fréquentation. C'est marrant, c'est assez inversement, c'est un peu l'inverse de ce qui est évoqué pour les médias juste avant. Là, on est dans une situation post-Covid, donc les gens ont fréquenté de façon vraiment accrue les espaces naturels. Donc, les gestionnaires ont rencontré pas mal de difficultés quant à la gestion de cette fréquentation dans les espaces. Voilà, vous noterez aussi que pour le reste, il y a des activités sportives et récréatives type chasse, etc. Pêche. La deuxième question qui a été posée concerne les thématiques. Donc, même type de questions parmi ces thématiques d'actualité, quelles sont lesquelles vous rencontrez des difficultés ou vous avez des besoins en formation. Et là, c'est le changement climatique qui arrive assez largement en tête, assez largement parce qu'on peut noter qu'associé à ce changement climatique qui est tout en haut, il est aussi listé les solutions fondées sur la nature qu'on peut associer à ce sujet-là. Donc, le sujet du changement climatique, où les gens sont pas mal interpellés parce que l'impact que vont avoir ce changement sur leur modalité de gestion et sur l'intégration du changement climatique dans les suivis, les plans de gestion, etc. On y reviendra peut-être un petit peu après. Donc, le changement climatique qui arrive devant les évolutions réglementaires, les questions de libre évolution, et puis vous noterez qu'un tout petit peu plus bas, quasiment au milieu, la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques surtout, et la prévention des inondations, arrive quand même en bonne place. Donc, on commence à sentir poindre un peu la question des zones humides qui arrive de façon beaucoup plus nette quand on interroge les gens sur les milieux sur lesquels ils ont des difficultés ou ont des besoins en formation. Et donc là, vous voyez très nettement, c'est les zones humides qui arrivent en tête. Voilà ce qu'on peut dire. Peut-être quand même mentionner qu'on a regardé un petit peu quelles étaient les communautés de gens qui répondaient. Il y avait la possibilité de répondre à plusieurs de ces milieux. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les gens qui étaient préoccupés par ces zones humides n'étaient pas forcément ceux, comme on aurait pu l'attendre, qui étaient associés aux milieux marins, insulaires ou littoraux. Et quand on regarde tous ces commentaires, les commentaires qui ont été laissés, c'est à peu près 160 commentaires qui ont été laissés à côté de ces zones humides. Donc, on leur a demandé quelle était la nature. Finalement, ils pouvaient s'exprimer sur la nature de leurs difficultés ou leur attente particulière. Bon, sans trop de surprise, là, on comprend bien à travers ce nuage de mots qu'il s'agit de la gestion des zones humides qui est en jeu, mais aussi de son fonctionnement. Mais qu'il y a des questions d'adaptation au changement climatique. Donc, on y revient un peu. C'est vraiment un sujet important aussi pour les gestionnaires d'aires protégées, une préoccupation particulière. Et puis, des enjeux de type espèces exotiques envahissantes en haut à gauche, et puis des aspects de suivi, d'évaluation qui reviennent sur les différents habitats qui peuvent composer ces zones humides, marais, lacs, etc. Bref, un petit aperçu en un clin d'œil de ce que les gens ont pu exprimer comme type de difficulté. On va maintenant se plonger un petit peu plus en détail à travers les réponses des salariés qui ont répondu aux questions relatives à la connaissance, à la gestion, au suivi et à l'évaluation. Donc là, c'est une partie des gens qui ont répondu seulement. Et donc, une des questions qui leur a été posée, c'est parmi les milieux et habitats, quels sont les besoins en formation. Et ils pouvaient mentionner, vous voyez en bas, tout en bas, s'il s'agissait pour ces milieux, de besoins de connaissances, d'approfondissement ou d'initiation en bleu et en orange, de gestion, c'est en vert, ou de suivi de ce milieu-là, des mesures de suivi, d'approfondissement ou d'initiation. Et donc, vous l'aurez déjà vu peut-être que ce sont les zones humides. Donc, ça confirme un peu la tendance générale qui cumulait aussi avec tous les participants, que ce sont les zones humides qui sont les milieux sur lesquels il y a des attentes les plus fortes. Et c'est en particulier des aspects de gestion, et de suivi qui sont attendus plus spécialement. Donc, la notion de connaissance qui apparaît en bleu, c'est de l'approfondissement. Donc, voilà, surtout de la gestion des zones humides, un approfondissement en suivi et en connaissance.
Euh, voilà pour ce milieu-là. Alors, maintenant, on a regardé, on a demandé aussi quelles étaient, en termes de planification et d'organisation de la gestion, quelles étaient les difficultés que les gens pouvaient rencontrer. Et ils pouvaient mentionner pour chacune des activités qui sont listées, là, s'ils n'avaient pas de difficultés, parfois des difficultés peu importantes, ou alors très souvent des difficultés. Donc là, c'est en gris. Et ce qu'on peut là voir apparaître, c'est que ce sont les activités d'évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces et d'évaluation des documents de gestion sur lesquels il y a en gris là 133 et 134 réponses qui indiquent qu'il y a des difficultés importantes. Donc voilà, ça concerne là pas spécifiquement les zones humides, mais ça permet de se rendre compte un peu de quelle est la nature de ces difficultés. Et puis, identiquement sur le suivi, on a demandé sur quel type d'activité, quand il s'agissait de faire un suivi, on l'a vu tout au départ, qu'il y avait des attentes quand même un peu spécifiques là-dessus, et ben, il s'agit surtout dans cette phase de suivi, pas forcément de la participation à des protocoles ou de la réalisation de ces suivis, mais c'est plutôt au niveau de l'analyse des données qui avait un besoin d'information le plus important. Alors ensuite, on a demandé sur quel groupe, parce qu'on l'a vu, il faut quand même connaître ces groupes d'espèces. Donc quand il s'agit de connaissances, là encore, ce qui est attendu par les gestionnaires d'aires protégées, semble-t-il, c'est pas mal aussi de connaissances faunistiques sur de milieux humides. On voit apparaître les poissons, par exemple, avec des notions de connaissance et d'initiation qui sont en orange, et puis une attente particulière aussi sur les invertébrés aquatiques, où là encore, c'est de la connaissance qui est attendue. Idem sur les amphibiens, mais là, plus sur la gestion. Voilà. Alors, on a demandé après, dans les commentaires libres, on a un petit peu analysé quels étaient, sur quel groupe plus spécialement. Donc là, on arrive dans le très fin, et ça va peut-être en intéresser certains. Et puis, ça permet de mettre en évidence quand même qu'il y a aussi, là encore, une attente plus spécifique sur des zones humides avec les poissons d'eau douce, qui sont une attente un peu nouvelle. Et puis, des invertébrés aquatiques qui reviennent, des coléoptères aquatiques également. Donc, il y a aussi d'autres groupes qui pourraient être associés. Les odonates, évidemment, j'ai oublié de les mentionner. D'autres qui sont un peu transversaux, mais en tout cas, pas mal de groupes qui sont spécialement associés aux zones humides. Et puis, on a fait le même type de questions pour la flore. Donc là, il y a des besoins qui sont… C'était que des commentaires libres, là, cette fois des expressions libres. Donc là, il y a quand même une attente particulière qui est attendue sur la connaissance de la flore des zones humides, et aussi de la flore par zone biogéographique et plus spécialement sur le littoral. Et puis des groupes aussi, encore une fois, qui concernent quasi exclusivement les zones humides. On peut parler là des caracées, des algues ou des macrophytes. Voilà un petit tour d'horizon de ce qui a pu être identifié comme associé aux zones humides dans cette enquête. Et puis, je vous invite à aller voir, faire un petit tour sur les sites, sur la plateforme de l'OFB qui propose des formations. Pierre Kestecker en tête, qui propose par exemple une formation sur le suivi en zone humide. Donc, ça permet, cette enquête, de construire une offre de formation qui puisse répondre, on l'espère, au mieux aux attentes des gestionnaires et plus généralement des professionnels de la biodiversité. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander si l'enquête va être disponible aussi en ligne ou… Si les résultats de l'enquête vont être disponibles, les résultats, pardon, ça bien sûr, oui. Oui, on est en train de travailler sur une petite publication qui pourrait être diffusée un peu largement, parce que c'est vrai que là, j'ai extrait que les aspects zone humide, et il pourrait y avoir d'autres résultats qui peuvent intéresser plus largement les gens. Ok, merci beaucoup. On va peut-être mettre le lien vers le site Zone Humide dans le chat. Merci beaucoup pour cette enquête. On va passer maintenant au quatrième et dernier intervenant de ce premier panel, qui est donc Alexis Cerisier-Auger, qui travaille au service des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique.
pour voilà, cette fois-ci une présentation plutôt côté expert. Je vais lancer la présentation. Voilà, donc si Alexis, vous êtes prêt. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Merci. Oui. Bon, parfait. Très bien. Donc, Alexis Cerisy-Auger, moi je suis chargé de mission biodiversité et milieu humide au service des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. Et j'ai été en charge de piloter à partir de 2019 avec l'OFB une évaluation à dire d'experts pour dresser l'état de santé en 2020 et l'évolution entre 2010 et 2020 de sites humides dits emblématiques, à la fois sur le périmètre de la métropole et aussi sur l'outre-mer. Alors, pour rappeler le contexte dans les grandes lignes, en fait, dans les années 90, on a une instance d'évaluation qui a été portée par le comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques, qui s'est intéressé aux zones humides, et notamment à 87 grandes zones humides d'importance majeure à l'échelle métropolitaine, sur un pas de temps de 30 ans, sur la période 1960-1990. Suite à cette évaluation, il y a un rapport qui est sorti, donc c'est le rapport du préfet Bernard en 1994, qui a dressé un constat alarmant sur la situation de ces zones humides, puisqu'en fait, en 30 ans, l'évaluation a estimé que plus de la moitié des surfaces de ces zones humides avaient disparu. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'a été créé un observatoire, l'Observatoire national des zones humides, et qu'il a été décidé de confier au ministère en charge de l'environnement le suivi sur un pas de temps de 10 ans de ces sites dont le périmètre va continuellement évoluer, puisque du coup, aujourd'hui, on est sur un périmètre élargi à la métropole, mais aussi aux sites ultramarins. Et c'est un suivi qui fait l'objet d'un encadrement, puisque du coup, cette évaluation, elle est inscrite dans les plans nationaux en faveur des zones humides, et plus récemment, elle est également inscrite dans le cadre du plan biodiversité. Alors maintenant, si on fait un focus sur la dernière évaluation, on l'a menée avec l'appui d'un comité de pilotage élargi qui a été constitué à partir de membres de la réunion thématique milieu humide de l'Observatoire national de la biodiversité, que l'on pilote avec l'OFB. Alors, c'est des membres, là, vous avez ici quelques représentants que vous pouvez voir. Ils nous ont apporté leur expertise à la fois dans la définition des sites, la recherche des référents et également à enquêter, l'élaboration des questionnaires, la relecture des publications, etc. Alors, pour cette nouvelle campagne, on est reparti des 206 sites de la précédente évaluation qui avaient été sélectionnés pour leur richesse faunistique, floristique, culturelle et patrimoniale. Et à cette liste-là, on l'a complétée avec 17 nouveaux sites. Alors, les sites qui ont été ramsarisés et également d'autres sites qui présentaient un intérêt fort. Donc, on est maintenant sur un panel de 223 sites qui ont été catégorisés en 6 grands types de sites humides. Donc, des sites de vallées alluviales, des sites du littoral atlantique de Manche et Mer du Nord, des sites du littoral méditerranéen, d'outre-mer, de plaines intérieures et également de massifs à tourbières. Et donc, pour prendre le pouls de ces sites, eh bien, il a fallu solliciter à la fois des acteurs de terrain, donc des gestionnaires de sites, des conservateurs, qui connaissaient très bien le site. C'était une des conditions pour compléter le questionnaire en ligne, de connaître le site depuis plus de 10 ans. Et puis, on a mobilisé récemment d'autres acteurs aussi qui œuvrent d'une manière plus générale sur le pilotage, l'animation, le financement des sites, à savoir les services déconcentrés d'État, les PNR, les collectivités locales, les agences de l'eau, les conservatoires, les syndicats de rivières, etc. Et on a envoyé donc un questionnaire en ligne qui était organisé en 9 thématiques à plus de 1200 référents. Donc à la fois des thématiques qui portaient sur l'état des milieux, sur l'état des espèces, sur les pressions exercées sur ces milieux, sur les services rendus, également sur l'avenir des sites. Et donc, on leur a laissé à peu près 3 mois pour compléter ce questionnaire. Et on a pu, du coup, exploiter 422 questionnaires, sachant que plusieurs référents pouvaient s'associer pour faire une seule réponse commune. Et à partir de là, on a pu dresser la situation de 189 sites, donc 161 sites en métropole et 28 sites en outre-mer. Et on a des territoires qu'on n'avait jusqu'alors jamais pu enquêter jusqu'à présent. Je pense notamment au TAF, à certains sites de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française.
Et puis, on a pu également, là, on est très satisfait de ça, enquêter l'intégralité des sites Ramsar qu'on avait identifiés. Donc, voilà, sur cette carte-là, vous avez les 189 sites répartis sur le territoire métropolitain avec la typologie définie par l'Observatoire national des zones humides. Alors, on a essayé de favoriser une répartition relativement homogène sur l'ensemble du territoire. Et puis, par rapport à la précédente évaluation, on a essayé de renforcer les types de sites humides qui étaient sous-représentés, ce qui n'était pas toujours évident. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit focus sur les résultats de cette évaluation qui ont été valorisés dans le cadre de l'ONB, alors par le groupe de travail milieu humide. Alors, je vais vraiment me focaliser que sur certains indicateurs, dont 2 ont été nouvellement intégrés sur le site Nature France. Alors, on sait que l'état des milieux, c'est ce qui conditionne aussi la qualité d'un écosystème, hein, et on s'est donc intéressé à dresser l'état de santé de ces sites humides emblématiques en repartant de l'état de 21 milieux doux et salés en 2020, et puis en suivant l'évolution de ces milieux sur la période 2010-2020. Et sur les 152 sites qu'on a pu évaluer donc à partir de cette thématique, eh bien, on a pu mettre en évidence que 41% d'entre eux ont vu leur état général se dégrader sur cette dernière décennie. Ça équivaut à 4 fois plus de sites à avoir connu des milieux qui se sont dégradés que de sites à avoir connu des milieux qui se sont améliorés. Voilà, donc c'est assez considérable, avec des particularités sur certains territoires, hein. On voit bien qu'il y a une dégradation plus forte qui a pu être observée sur les territoires de plaines intérieures et de vallées alluviales, contrairement aux territoires du littoral méditerranéen ou sur les sites de massifs à tourbières, où là, on sent on a l'impression qu'ils étaient plutôt épargnés. Et c'est d'ailleurs ce même constat-là qui avait pu être fait lors des 2 précédentes campagnes, hein, sur ces mêmes territoires, avec les mêmes dynamiques de dégradation sur la période 90-2000 et sur la période 2000-2010. Alors, on a également demandé donc, aux référents quels étaient les milieux pour lesquels cette dégradation a été la plus forte, selon eux. Donc, trois milieux sont les plus fréquemment cités, donc les prairies humides et oligotrophes, les milieux palustres d'eau douce et également les dunes et les pannes dunaires. Voilà pour cette thématique. Ensuite, on sait que les zones humides, ce sont d'importants réservoirs de biodiversité, hein. On a 20 000 espèces en France qui dépendent de leur survie, voilà, et près d'un quart d'espèces qui sont menacées sur ces sites-là. Et donc, pour préserver ces espèces, eh bien, il y a des dispositifs de protection, des statuts qui seront mis en place, hein, à la fois à l'échelle nationale et locale, qui leur sont attribués. Et donc, on a cherché à caractériser l'état de ces espèces sur les sites de l'enquête avec cette toute nouvelle thématique, donc dédiée à l'état global des espèces animales et végétales communes et à fort enjeu. Et donc, le groupe de travail, du coup, il s'est emparé de ces informations pour produire un nouvel indicateur. Et le constat est le suivant. Donc, sur les sites, donc là, il y avait 108 sites qui ont répondu sur cette thématique. Eh bien, on a seulement 46% qui présentaient en 2020 des espèces de faune et de flore protégées au niveau national qui étaient en bon ou très bon état. Et donc là également, on observe des comportements très hétérogènes, hein, entre les territoires, hein. Donc ça rejoint un peu ce qu'on pouvait voir sur la thématique des milieux, à savoir des sites de vallées alluviales et de plaines intérieures qui ont des espèces protégées au niveau national en moins bon état, contrairement aux sites du littoral méditerranéen et aux sites de massifs à tourbières qui semblent, eux, abriter des espèces en meilleur état. Alors, on a également cherché à connaître l'évolution de l'état global de ces espèces sur la période 2010-2020. Et là, qu'il s'agisse de la faune ou qu'il s'agisse de la flore, eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une dégradation de leur état qui s'est poursuivie ces 10 dernières années, avec seulement 21% sur 2 sites pour la faune et 19% des sites pour la flore, où cette évolution elle a été jugée favorable par les référents entre 2010 et 2020. Voilà, donc finalement, ces situations, elles renvoient aux pressions qui sont exercées sur ces milieux et sur ces espèces, hein, qu'il s'agisse des activités humaines, hein. On sait que sur ces sites humides emblématiques, on a de plus en plus d'activités humaines. On est à 15 activités humaines en moyenne pour la métropole, 7 pour l'outre-mer. Qu'il s'agisse d'autres problématiques aussi, les problématiques liées à l'eau. On sait qu'on a 57% de ces sites qui ont été confrontés à une problématique de gestion de l'eau.
d'autres thématiques également, hein, alors que je n'aborderai pas ici, mais les effets du changement climatique, hein, qui sont aussi qui impactent fortement les milieux. Et on a bien sûr les espèces exotiques envahissantes qui aujourd'hui sont une des causes principales d'érosion de la biodiversité, et notamment sur ces sites, et qu'on a cherché à approcher avec ce nouvel indicateur que le GT Milieu Humide a produit. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une très, très large majorité de sites, hein, qui a été confrontée à cette problématique entre 2010 et 2020, puisqu'on a 86% de ces sites qui ont subi une pression avérée d'au moins une espèce exotique envahissante. Et cette pression, elle semble particulièrement vraie, là encore, hein, sur les sites de vallées alluviales et sur les sites de plaines intérieures, où on a la totalité, voire la quasi-totalité de ces sites qui ont été confrontés à cette problématique. Contrairement aux sites, par exemple, de massifs à tourbières, où là, ces sites semblent avoir été plus épargnés, avec seulement 42%. Alors, ça peut s'expliquer, hein, pour ces derniers sites, hein, puisqu'on a des propriétés très particulières, hein, sur les massifs à tourbières, avec des propriétés physico-chimiques très particulières, des variations de température, une acidité du milieu et une anoxie qui ne favorisent pas l'implantation d'une espèce exotique envahissante. À noter également que paradoxalement, sur les sites d'outre-mer, on a des sites qui sont moins impactés que les sites de métropole, avec seulement 80% de ces sites qui ont connu cette problématique. Si on compare maintenant à la précédente campagne, on avait quasiment la totalité des sites de métropole et plus de la moitié des sites d'outre-mer qui reconnaissaient l'existence d'une espèce problématique, hein, d'une espèce exotique envahissante. Donc, on peut imaginer qu'on a une dynamique plus forte qui semble s'observer sur les territoires ultramarins, et puis sur les territoires de métropole, une tendance à la baisse. Voilà, donc ça reste à confirmer. On a également interrogé les références sur les espèces qui étaient présentes sur ces territoires. Alors, sans surprise, hein, les espèces les plus citées sur les territoires de métropole, on va retrouver le ragondin, on va retrouver la jussie. Et puis, sur les sites ultramarins, on aura l'acatine et le roseau à massette que l'on rencontrera le plus fréquemment. Les référents étaient également interrogés, hein, sur ce qui les avait poussés à intervenir sur ces espèces. Et là, on a 3 causes principales que l'on va retrouver. La compétition, la perturbation directe avec d'autres espèces également, et la fermeture du milieu. Et enfin, on a abordé les techniques de gestion ou de limitation dans le questionnaire, hein, et 3 moyens de lutte se sont dégagés, à savoir l'arrachage, le fauchage et le brûlage, qui représentent la technique la plus citée, hein, dans 2 sites sur 3. Et puis après, on a d'autres techniques qui reviennent fréquemment, hein, le piégeage et le tir de régulation, et enfin la battue et la chasse administrative. Voilà, donc ces pressions-là, elles peuvent finalement compromettre l'équilibre naturel des écosystèmes, hein, et également de ce que ces écosystèmes peuvent amener à la société. On a pu évaluer cette situation à partir de cette évaluation, et ce qu'on a pu représenter, c'est que 62% des sites humides emblématiques aujourd'hui ne rendent plus les services qu'ils étaient à l'origine susceptibles de rendre. Voilà, donc c'est considérable. Alors, on sait aussi que la clé de réussite dans la conservation d'un site, ça passe par la mobilisation des acteurs du territoire, qui vont jouer un rôle important à la fois dans la concertation, la synergie autour de certains projets, également la sensibilisation auprès du grand public sur les enjeux de biodiversité et plus largement sur les zones humides. Et on s'est intéressé donc à ça en cherchant à traduire le niveau de sensibilisation des acteurs du territoire vis-à-vis des milieux humides. Et ce que l'on a pu observer, c'est qu'entre 2010 et 2020, on a à peu près la moitié des acteurs territoriaux qui avaient eu une perception sociale positive des milieux humides et qui avaient modifié leur comportement. Et si on compare cette situation par rapport à la précédente campagne, là, on était à l'époque à seulement 32% de ces acteurs. Donc, il y a une évolution très, 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 très positive. Cette situation, elle est particulièrement vraie auprès des élus, auprès des structures institutionnelles, des touristes et des associations. Là, ce sont les acteurs qui ont le degré de perception sociale positive le plus élevé. C'est ce qui a été relevé par les référents. Pour terminer, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, on a interrogé les référents sur le devenir des sites
Et on a d'un côté des pressions qui sont croissantes, de l'autre côté, on a une mobilisation des acteurs du territoire pour mettre en place des mesures de conservation. Mais pour autant, on a des référents qui se montrent toujours autant réservés sur l'avenir du site, hein, avec plus de la moitié des référents qui se montrent prudents à l'horizon 2030. Alors par contre, on peut noter qu'un quart tout de même se montre optimiste, hein, 26% d'avis favorables. Et si on compare cette situation aux précédentes campagnes, on a cette incertitude qui est de plus en plus croissante. Alors, elle est principalement concentrée sur les territoires où la pression est la plus forte, à savoir donc les territoires ultramarins, de fait de par leur isolement peut-être géographique, et puis aussi sur les sites de plaines intérieures ou de vallées alluviales, où on avait pu observer des évolutions d'état général, des évolutions les plus préoccupantes. Voilà. Contrairement au site de Massif à Tourbière et au site du littoral méditerranéen, où là, on voit plutôt un avenir plus favorable. Alors, les référents ont aussi été interrogés sur les causes qui pouvaient nuire et favoriser l'état de ces sites. Alors, selon eux, on va retrouver le changement d'usage des sols, le dérèglement climatique et également une mauvaise gestion de l'eau qui pourrait conduire à une évolution défavorable des sites. Et puis, également, paradoxalement, on a de plus en plus, si on compare les 3 dernières campagnes, de plus en plus de référents à croire à une évolution favorable du site. Alors, ce qui est plutôt encourageant. Alors, pour eux, plusieurs facteurs pourraient expliquer cette évolution positive. Donc, une prise de conscience plus forte par les acteurs des enjeux des zones humides. Également, un renforcement des mesures des dispositifs de protection et de gestion. Et puis, une plus grande communication, une plus grande sensibilisation auprès du grand public. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Alors, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre environnement, le site du ministère. On a produit 9 articles web sur ces thématiques. Là, moi, je vous en ai présenté que quelques-unes. Et on a produit également, dans le cadre d'un stage qui a été fait pour cette enquête, une data visualisation où vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations et télécharger ces données suivant les requêtes que vous pouvez faire. Comparer également les sites d'une même typologie avec des portraits de territoire. Et on a également du coup les indicateurs de l'ONB qui sont actuellement disponibles sur le site Nature France que vous pourrez retrouver. Et donc les indicateurs dont je vous ai présenté voilà, les données, et aussi on a 4 projets d'indicateurs qui seront dans les prochains mois mis en ligne sur le site Nature France. Voilà. J'ai dépassé mon temps un peu. Merci beaucoup. Non, c'est parfait pour le temps. Vous avez tous les 4 bien respectés, donc merci beaucoup. Donc oui, vous avez permis de faire un tour d'horizon hein, sur un peu ces perspectives et ces évaluations liées aux zones humides. Donc, on vous remercie pour ça. Et donc voilà, peut-être que si les participants n'ont pas forcément de questions là, mais des questions plus tard, c'est vrai que voilà, vous avez quasiment tous donné des liens dans des rapports ou des résultats d'enquête. Et donc, voilà, si les participants ont des questions dans un deuxième temps, ils pourront, comme ils auront vos présentations, peut-être revenir vers vous ou passer par Maxime Fouillet hein, qui vous a envoyé les liens pour aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions par la suite, je pense que ce sera aussi bon. Merci beaucoup. Et du coup, on va pouvoir passer, si ça convient à tout le monde, au deuxième temps de présentation, donc, qui va nous permettre d'aborder des perspectives complémentaires à ce premier tour d'horizon. On va deux dispositifs vont vous être présentés par 2 intervenants différents. Le premier dispositif vise plutôt à faire évoluer les perceptions liées au milieu humide. Donc, vous allez découvrir le fameux sigle CESP ou découvrir pour seulement certains d'entre vous peut-être. Et donc, le deuxième dispositif vise plutôt à témoigner de ces évolutions de perception des zones humides. Donc voilà, je vais laisser tout d'abord la parole à Grégoire Macron de la Société nationale de protection de la nature qui va vous présenter la stratégie CESP. Donc, vous pouvez encore poser vos questions dans le chat et on aura le temps de prendre vos questions à la fin de chaque intervention.
Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Grégoire Macron de la Société nationale de protection de la nature et je vais vous présenter cette nouvelle stratégie de CESP dès que le PowerPoint veut bien se lancer. Voilà. Alors, cette stratégie de CESP, pardon. Impeccable, c'est bon. Merci. Alors, en fait, il y a un constat, c'est que comme c'est le thème d'ailleurs de ce webinaire de 90 minutes, cela fait 25 ans que nous agissons pour les zones humides et pourtant, cela fait 25 ans que la dégradation et la disparition des zones humides est continue, hélas. Alors, il y a plein de raisons pour ça et parmi ces raisons, il y en a notamment qui concernent la construction de ces actions depuis 25 ans et notamment des actions relevant de cette fameuse CESP que je vais développer un petit peu plus tard. Et donc, parmi ces raisons de construction des actions, c'est que plusieurs actions, en fait, ont des objectifs qui sont mal définis. À quoi ça sert de former toujours plus les éleveurs et les gestionnaires d'espaces naturels comme vous, quand une très grande partie des acteurs responsables de la disparition des zones humides sont des urbanistes? Des fois, c'est les publics cibles de ces actions qui sont mal ciblés. Il y a par exemple est-ce qu'une action qui concerne à viser et à sensibiliser les élus au sens large aux enjeux des zones humides est pertinent quand on sait que les responsabilités juridiques, les capacités d'action, les modes de travail, d'information d'un maire n'ont rien à voir avec celles d'un député, par exemple. Un autre problème, c'est dans le choix des acteurs qui vont devoir porter ces actions et des partenaires qui vont les accompagner. Un exemple assez récent, hélas, pointé par la commission de la Cour des comptes française, c'est l'échec du plan Ecophyto, qui n'a pas réussi du coup à changer les pratiques agricoles en matière de pollution des eaux. Un autre problème de construction d'action, c'est le choix des ambitions que l'on cherche à obtenir. Souvent, elles sont ou trop élevées. Par exemple, essayer de convaincre les acteurs de l'urbanisme de prendre en compte les zones humides quand ils ignorent même qu'il existe quasiment un droit de l'environnement à côté du droit de l'urbanisme. Ou alors des ambitions qui sont trop timorées quand on essaye, par exemple, d'échanger à la marge les pratiques, les bonnes pratiques d'acteurs comme les éleveurs en zone humide, alors que ce sont des gens avec qui on travaille, qu'on accompagne, qu'on forme, qu'on informe depuis des dizaines d'années. Et enfin, un autre problème, c'est l'incapacité qu'on a à évaluer ou à mesurer les résultats de nos actions. Un exemple typique, pensez-vous qu'un programme d'action de restauration des tourbières qui termine par un document de 600 pages atteint son objectif? Donc, pour répondre à ça, on a mis en place justement cette nouvelle stratégie de CESP, qui se base donc tout d'abord sur ce qu'on appelle les outils de la CESP. La CESP, comme Monsieur Jourdain, vous en faites depuis 40 ans sans le savoir, car en fait, c'est tout ce qui relève de la communication, donc c'est l'information, l'échange de l'information, sa diffusion entre les acteurs pour qu'ils puissent prendre des décisions et savoir que faire une fois qu'ils ont pris cette décision-là. L'éducation, au sens anglo-saxon du terme, donc ça comprend aussi la notion de formation, c'est de rendre capables les acteurs à agir, une fois qu'ils ont justement pris cette décision-là. La sensibilisation, elle, ça travaille plutôt sur la réalisation et la compréhension qu'il existe des enjeux et qu'il existe aussi des possibilités pour agir. Et enfin, la participation relève, alors c'est un peu plus flou, de tout ce qui concerne les processus de démocratie participative ou encore de sciences citoyennes ou encore toutes les marques d'engagement personnel mais qui s'affichent de manière visible comme les participations à des concours comme le Grand Prix de urbanisme et zones humides, etc. Donc vous voyez, ces choses-là, vous en avez déjà vu et vous le faites très certainement, très régulièrement dans votre activité. Donc ça, ce sont les outils, mais ces outils s'accrochent en fait à une méthode qui est basée sur des outils qui ont été éprouvés scientifiquement et techniquement. Par exemple, là sur l'écran, vous voyez quelques graphiques en fait d'un outil de cartographie des acteurs qui permet en fait de déterminer si l'acteur à qui on va confier la mission ou à qui on va s'associer pour réaliser une mission est le bon. Sur le graphique de droite sur mon écran, je ne sais pas comment ça apparaît sur le vôtre, vous voyez qu'au cœur des trois cercles qui sont l'intérêt à agir, le pouvoir, c'est la capacité à agir et la légitimité. Au cœur, on voit ce qu'on appelle l'acteur pivot, et ça, c'est un très très bon acteur pour porter une action. Les acteurs au croisement de deux de ces mondes-là, structurants, ressources ou relais, je ne vois plus très bien sur mon écran, eux, ce sont des très bons partenaires. Un acteur qui n'appartient qu'à un seul de ces domaines, voire qui n'appartient à aucun de ces acteurs, est un mauvais acteur pour porter une action ou il sera un partenaire qui ne sera pas très efficace.
Donc, il faut être capable, avec ces outils de cartographie, de trouver quel est le bon acteur. Par exemple, un syndicat agricole majoritaire pourrait être légitime pour avoir la capacité d'agir, mais ne pas avoir l'intérêt d'agir. Et donc, du coup, si on lui confie une mission à lui ou si on s'associe fortement à lui pour faire cette action-là, il y a un grand risque d'échec. Au-delà de ces outils, de cette méthodologie qui est fournie à tous les acteurs et sur lesquels tous les acteurs peuvent s'emparer pour accompagner leurs propres actions sur leur propre territoire, il y a aussi un cadre d'action national qui vise à atteindre une petite vingtaine d'objectifs qui ont été estimés dans un cadre de co-construction avec les têtes de réseau et en articulation avec les prochaines stratégies nationales de la biodiversité et plans national d'action en faveur des milieux humides, à définir des besoins et à éviter les écueils que je vous ai pointés au tout début dans la construction des actions, à savoir le choix de l'acteur porteur, le choix de la cible, le choix de l'indicateur de suivi. Tous ces outils ont été, on va dire, pré-mâchés pour faire des grandes actions qui vont ensuite, dont le but ensuite était d'être décliné à chaque niveau du territoire pour être concret en fait. Et donc, parmi ces grands objectifs, elles visent 3 grands types de cibles stratégiques. Tout d'abord, tous les acteurs qui ont le plus d'impact, et souvent, hélas, un impact négatif sur les zones humides, à savoir ce qui concerne les élus et les collectivités, le monde de l'urbanisme et de l'aménagement et le monde agricole. Mais aussi ceux qui sont en première ligne pour la défense et la préservation des zones humides, c'est notamment vous, les gestionnaires d'espaces naturels, ainsi que le monde de la recherche et le monde de l'éducation à l'environnement, sur lequel vous appuyez très certainement fortement dans vos actions de tous les jours. Et enfin, comme il s'agit de changer le système, de changer la vision qu'a la société sur les zones humides et sur l'intérêt de les défendre ou pas, il faut éviter de toucher tout le monde et donc on cible aussi le grand public. En ce qui concerne du coup les acteurs de la gestion des espaces naturels, il y a 2 grands objectifs qui les visent en particulier. Tout d'abord, l'objectif de partager le savoir et les expériences sur la gestion et la restauration des milieux humides. On a vu que c'était un besoin, ça a été exprimé tout à l'heure. Et du coup, une grande action est lancée pour atteindre ça, qui vise plus particulièrement les têtes de réseau, pour des raisons d'efficacité, tout en n'oubliant pas les collectivités, parce que ça serait bête de faire l'impasse sur les espaces naturels sensibles. Et grâce à la cartographie d'acteurs, on a déterminé des porteurs pour cette action-là, qui seront notamment le pôle relais Tourbière, en s'appuyant sur l'UMS Patrinat, l'OFB et l'ensemble des autres pôles relais zones humides. Chacun apportant ou des relais, ou de la légitimité, ou une capacité d'action, et chacun ayant l'intérêt, la volonté d'agir dans ce cadre-là pour les gestionnaires d'espaces naturels. En ce qui concerne l'ambition, là, il ne s'agit pas d'être timoré. Vous, gestionnaire d'espaces naturels, vous êtes convaincu qu'il faut défendre les zones humides. Vous avez certainement été formé, vous le faites déjà. Donc, pour vous, on vise l'ambition plus, à savoir que vous sachiez parfaitement et avec efficacité partager votre savoir et vos expériences dans ces domaines-là, mais aussi que vous soyez prêt à promouvoir cette action-là, c'est-à-dire aller voir votre collègue, la personne que vous avez croisée à un séminaire qui sait quelque chose qui vous paraît intéressant, qui a découvert quelque chose qui vous paraît utile, l'inciter lui-même à partager ses savoirs et ses expériences. L'autre grande action qui vous touche de manière, on va dire, complémentaire à d'autres acteurs, c'est la prise en compte en fait des impératifs réglementaires dans tout ce qui concerne les IOTA ayant un impact sur les milieux humides et c'est là où s'intéressent plus particulièrement les gestionnaires d'espaces naturels dans toutes les actions de restauration écologique. Donc là, les cibles, c'est d'une part les gestionnaires d'espaces naturels, pour ce domaine justement de restauration des espaces naturels, de restauration écologique, mais aussi les bureaux d'études en tant qu'entreprise privée qui répondent à des projets, à des appels d'offres dans ce cadre-là, ainsi que les structures plus étatiques ou de collectivités qui vont notamment instruire et accompagner ces dossiers-là. Donc, les porteurs sont aussi les pôles relais zones humides avec les soutiens de l'OFB, du ministère et des DREAL, notamment pour l'aspect territorial. Et l'ambition, pareil ici, elle est très forte. Et je vais profiter pour vous montrer l'aspect territorialisation, je vais en profiter pour vous montrer l'angle indicateur qui va permettre d'évaluer, de savoir si les actions qui sont menées sont efficaces ou pas. Donc, c'est notamment un exemple de la territorialisation de cette nouvelle stratégie de CESP.
Là, je vais prendre l'exemple de la formation à la méthode d'évaluation des fonctions des zones humides, qui est en cours depuis quelques années et qui est passée à sa V2 assez récemment, il me semble. Donc, vous voyez, cette carte permet d'avoir une vision géographique, donc territoriale, de l'effet d'une action. À gauche, en fait, nous avons l'ensemble des ateliers physiques qui ont été faits pour apprendre à utiliser cette méthode d'évaluation. Donc, on voit déjà, d'un premier coup d'œil, qu'à peu près toutes les régions de France, les grandes régions, ont 1 ou 2 centres de formation, mais on repère déjà un possible trou dans la raquette, avec notamment la Normandie et les Pays de la Loire. Une deuxième approche de cet indicateur-là pour le rendre plus pertinent, ça a été en fait de ne pas s'intéresser au centre de formation, mais plutôt à l'origine géographique des gens qui sont venus se faire former dans ces centres, qui remplissent un document administratif avec leur nom, leur structure et leur code postal, et ce qui nous permet d'avoir la deuxième carte. Et là, on se rend compte qu'en fait, la couverture de cette action-là, elle est plutôt bonne parce que quasiment tous les départements, je n'ai pas vérifié, mais il me semble, de France, en fait, ont au moins une personne qui a été formée à cette méthode-là. Donc, on peut dire qu'en termes de moyens, pour cette action de formation, donc on est bien dans de la CESP, l'objectif a été atteint. Mais ce n'est pas suffisant parce que est-ce que cette formation est utilisée? Est-ce qu'elle a été efficace? Donc, il faudrait aussi avoir des indicateurs, au-delà de ces indicateurs de moyens, des indicateurs de résultats. Et là, on a un exemple, c'est sur l'analyse en fait des dossiers de loi sur l'eau qui utilisent cette méthode d'évaluation des zones humides pour savoir quelles fonctions vont être détruites et quelles fonctions vont être restaurées, compensées, etc. Donc là, sur la gauche, vous avez une carte qui est plutôt indicatrice qui vous montre les centres de traitement de ces dossiers-là qui ont été formés à cet outil. Donc, c'est pour comparer. Et à côté, le nombre de dossiers loi sur l'eau qui ont été estimés et reçus par les services. Et là, qu'on voit déjà quelque chose d'intéressant, qu'il y a une très, très bonne dynamique, plus ou moins liée au nombre de centres de formation en Île-de-France, en Hauts-de-France et en région Grand Est. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, on remarque qu'il y a un souci actuellement, enfin à l'heure où les données ont été compilées, en Nouvelle-Aquitaine, où il y a eu pas mal de centres de formation. Et hormis autour de Bordeaux, il n'y a pas grand-chose en matière de dossiers de loi sur l'eau. Donc il y a clairement un problème là. Et cet indicateur nous permet de détecter de manière assez tôt le problème et donc du coup de pouvoir le corriger. Par exemple, on essaie de savoir pourquoi cette formation n'a pas été efficace et créer de nouvelles formations ou de changer son format ou de faire d'autres actions, par exemple. Je pense que je suis au bout de mon temps de parole. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Il y a une question peut-être pour un peu mieux comprendre une partie de la stratégie. On vous demande en fait simplement qu'est-ce qu'une cartographie d'acteurs, peut-être un peu. Alors, la cartographie d'acteurs, en fait, c'est pour aller plus loin que… typiquement, si on vous dit il faut qu'on fasse une action à destination du monde culturel pour intéresser les citadins à la notion des zones humides, avec qui on va pouvoir faire ça? Qui va pouvoir nous aider? Nous, gestion d'espace naturel, c'est pas forcément notre domaine. Donc, on va commencer par faire une liste assez évidente. On va voir la mairie, la médiathèque, le service culturel du ministère, etc. Et pour savoir avec qui on va travailler. Mais est-ce que ça va être suffisant? En fait, l'expérience montre que non. Des fois, on peut se dire que la mairie sera le bon acteur et en fait, non. Pourquoi? Tout simplement parce que la mairie ne peut ne pas avoir la compétence pour le faire. On peut se dire que les services culturels du ministère sont la bonne action pour travailler avec eux. Et bon, on va se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas intéressés par la notion de patrimoine culturel et naturel. Et donc, si on travaille avec ces gens-là, sans avoir vérifié d'abord que c'est des gens qui ont la capacité d'agir, la volonté d'agir, les relais pour avoir une action efficace, on risque de se planter tout simplement. Donc la cartographie permet justement de se poser la question en analysant, par exemple, en allant voir les services de mairie, elle est prête à agir, mais elle a-t-elle la capacité d'agir? On va voir quelle est la définition des compétences juridiques d'une mairie et on découvre que, alors là je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est vrai au cas, que de toute façon le domaine de la culture ne relève pas de l'action de la mairie. Dans ce cas-là, on commence mal en fait. Et ce n'est pas cet acteur-là avec lequel il faut qu'on travaille en priorité. Est-ce que c'est suffisamment clair ou pas? Merci beaucoup. Écoutez, voilà, la réponse est immédiate. Ça me paraît suffisant. Merci beaucoup. Et une deuxième question avant de
de passer à la dernière présentation. Madame Loupsan, qui est donc, je vais citer sur votre graphique, travaillait visiblement sur un guide méthodo sur la concertation et les acteurs. Donc, on vous demande est-ce que ce guide est déjà paru, apparaître, éventuellement la référence. Alors là, je peux hélas pas vous répondre. Il faudra demander à Pierre Kesteker, je pense. Je peux pas vous le dire, je suis désolé. Merci, non, mais le message est passé. Donc, s'il est sorti, on vous le mettra soit en lien là, soit en lien après la webconférence, quand on vous renverra aussi les supports. Merci pour la présentation et merci pour les questions. Au revoir. Merci. On va passer à la dernière présentation de cette webconférence. On va avoir Amélie Lemieux de l'Office français de la biodiversité qui va nous donner quelques mots sur l'Observatoire national de la biodiversité et de sa section son GT traitant des milieux humides. Merci, bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, et on voit bien. Est-ce que vous voyez aussi le PowerPoint? Oui, c'est parfait. Okay, parfait. D'abord, merci de nous avoir proposé de présenter les travaux de l'Observatoire pour conclure ce webinaire. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de liens avec ce qui a pu vous être présenté auparavant. D'abord, je vais faire un rapide rappel de ce qu'est l'Observatoire national de la biodiversité. Alors, c'est un projet partenarial, c'est vraiment l'essence même de l'ONB qui est piloté depuis 2017 par l'AFB puis l'Office français de la biodiversité avec le CGDD, donc le service DES, notamment Alexis qui est intervenu tout à l'heure. L'Observatoire, il a pour mission de rendre compte de l'état et de l'évolution de la biodiversité, des pressions qui l'affectent et des réponses de la société, à la fois à l'échelle de la métropole et des Outre-mer. On va répondre à ces questions en particulier sous la forme d'indicateurs, mais aussi de cartes, notamment la carte des pressions et de publications de synthèse. L'Observatoire produit tout ça grâce à des données extrêmement diverses, grâce aux nombreuses structures qui sont mobilisées. Nous allons le voir. Aujourd'hui, on a une centaine d'indicateurs qui sont publiés sur Nature France et vous avez un peu le fonctionnement de l'ONB en images avec, vous voyez, 8 groupes de travail, dont le groupe de travail milieu humide qui nous intéresse aujourd'hui. Quelques exemples de nos partenaires, donc à multiplier par 8 évidemment, puisque chaque groupe de travail a un réseau différent. Voilà, donc pour vous présenter un peu les travaux du groupe de travail milieu humide, aujourd'hui c'est un des plus productifs. On a de nombreux indicateurs qui sont produits et qu'on vous invite à consulter sur Nature France. On a pas mal plongé en 2020-2021 pour produire à peu près 5-6 nouveaux indicateurs. J'en profite pour remercier Christian Perrenou de la Tour du Valat qui anime ce GT et toutes les structures qui en sont membres et qui permettent de maintenir cette dynamique. Donc ce GT, il va valoriser de nombreuses données de terrain ou macro qui permettent de suivre différentes thématiques, que ce soit l'état, l'évolution des milieux, des espèces, l'évolution des pressions, les dynamiques de mobilisation des acteurs, les perceptions, tout ce qui est autour de protection des milieux et la prise en compte des enjeux, mais également de suivre certains objectifs de politique publique. Certains de ces indicateurs vous ont été présentés, comme par exemple ceux en lien avec l'UNSHE par Alexis. On a pu également évoquer des projets qui vont permettre de développer de nouveaux indicateurs. Par exemple, tout le travail réalisé sur les médias pourra à terme permettre de créer de nouveaux indicateurs pour l'ONB. Donc là, vous avez quelques exemples de partenaires du groupe de travail milieu humide. C'est vraiment le fondement de l'ONB, en fait, de mettre autour de la table tous les acteurs experts des thématiques. Et puis, vous avez quelques vignettes à droite de certains de nos indicateurs pour permettre de valoriser de façon un peu grand public notre travail. Ce qui est vraiment essentiel de retenir, c'est que l'objectif de l'ONB, en fait, c'est vraiment de faire le lien entre ce qui est fait sur le terrain, les données qui sont produites et les politiques publiques. L'ONB, c'est vraiment un outil qui permet la transversalité. On va vraiment être à l'interface donc, entre le terrain et les politiques publiques. Je vous ai fait un petit schéma. Pour moi, c'est vraiment essentiel. S'il y a deux choses qui sont importantes à retenir, je pense, sur les liens entre justement le terrain et l'ONB, c'est que pour construire cette centaine d'indicateurs, on se base essentiellement sur des données de terrain qui sont remontées. Et à ce titre, on vous remercie pour tout ce qu'on peut en faire.
Et puis également, il y a aussi le fait que pour nous, c'est important de faire connaître des indicateurs de l'ONB à toutes les échelles parce qu'ils peuvent être utilisés à tous les niveaux pour contextualiser, pour appuyer des argumentaires, pour faire le lien entre différentes échelles. J'en profite également pour mentionner le lien avec les observatoires régionaux de la biodiversité qui sont développés dans toutes les régions quasiment aujourd'hui et qui font aussi un important travail de développement d'indicateurs à une échelle plus locale. Je profite également de ce petit temps de présentation pour lancer un peu un appel. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de données à valoriser auxquelles on n'aurait pas encore pensé, si vous avez des idées de thématiques à traiter. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais vous présenter maintenant rapidement quelques exemples de ce qu'on peut faire à partir des données de terrain notamment ou d'autres types de données en vous présentant 4 indicateurs de l'ONB. Le premier, donc, c'est sur l'évolution des populations d'oiseaux d'eau hivernants qui permet de compléter les indicateurs oiseaux qu'on avait jusqu'à présent, donc typiquement le stock, suivi temporel des oiseaux communs. On voit donc sur cet indicateur que les oiseaux d'eau hivernants ont progressé de à peu près 140% entre 1980 et 2020. Et donc là, vous avez un premier exemple de données, donc données qui sont basées sur les comptages wetlands et un indicateur qui est réalisé par la LPO. Donc voilà, on a un indicateur qui est basé sur des données qui sont notamment issues de sciences participatives. On voit là qu'on a une hausse qui est extrêmement drivée par la famille des grands échassiers. On vous a mis là 2 exemples de visuels que vous pouvez trouver sur l'ONB. On essaye en fait à chaque fois, en plus de l'information principale, compléter les indicateurs par d'autres types de données. Là, vous avez par famille. On a aussi un autre visuel sur le statut des espèces, si elles sont protégées ou chassables. Un autre exemple d'indicateur, c'est par exemple le nombre d'animations zones humides qui nous concerne aujourd'hui dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. On suit le nombre d'animations qui sont proposées chaque année. Celui-là est en cours de mise à jour actuellement. Vous avez les données 2021 récemment publiées. Là encore, vous avez un indicateur qui est basé sur les données remontées par de nombreux acteurs et qui est issu du bilan donc, des Journées mondiales des zones humides, qui permet de suivre cette fois-ci la sensibilisation du public à ces enjeux et des animations proposées. Un troisième type d'indicateur va être, là par exemple, on a un indicateur économie, qui suit l'appui financier des agences de l'eau pour les milieux humides donc en métropole, et qui nous dit qu'en 2019, 33,4 millions d'euros étaient engagés par les agences de l'eau pour l'acquisition ou la gestion de milieux humides en métropole. Donc là, on se base sur des données issues des agences de l'eau avec une réalisation donc, côté OFB, Tour du Vala et SDES. Ce type d'indicateur, c'est typiquement les indicateurs qui vont nous permettre de suivre des objectifs de politique publique. Tous les indicateurs ne répondent pas à ça, mais certains si. Celui-là, en l'occurrence, permet de suivre l'objectif du Grenelle, qui était l'acquisition de 20 000 hectares de zones humides. Vous avez là donc différents types de visuels qu'on propose, donc en hectares, par agence de l'eau. On en a d'autres aussi qui différencient les montants et les surfaces selon ce qui est géré ou acquis. Et enfin, le dernier indicateur dont on souhaitait vous parler, c'était la proportion d'espèces de milieux humides éteintes ou menacées dans la liste rouge nationale, où on a près d'une espèce de milieu humide sur 6 qui présente un risque de disparition à moyen terme. Cet indicateur, c'est un bon exemple de la coordination qui peut être réalisée dans le cadre des groupes de travail, notamment du groupe de travail milieu humide, où en fait on a concerté l'ensemble des experts des différents groupes taxonomiques pour définir une liste d'espèces attribuées au milieu humide, avec une vraie complémentarité des structures là, qui sont citées, donc Tour du Vala, Comité français de l'UICN, Patrinat, le CGDD, la SFEPM, désolé, il y a un S en trop, la LPO et la SHF. Et encore une fois, différents types de visuels qu'on propose avec des déclinaisons par famille. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces indicateurs sur Nature France. Et donc, pour terminer, je voulais
voilà, vraiment insister sur le fait que tous ces indicateurs qu'on peut produire sont réalisés grâce aux données que vous faites remonter. Pour nous, la mise en place d'indicateurs ONB, c'est vraiment une autre forme de valorisation de votre travail. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des pistes d'idées ou des thématiques que vous souhaiterez valoriser. Le groupe de travail milieu humide ne s'arrête pas là. En 2022, on a différentes pistes qui sont à l'étude actuellement pour valoriser certains autres résultats de l'ENSHE sur les activités humaines, les services écosystémiques, les surfaces perdues dans ces sites humides, et puis également des pistes d'indicateurs sur tout ce qui est inventaire, donc là encore des données terrain, et aquaculture. Je vous ai mis également mon mail et la dernière publication de l'ONB. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, ces perspectives nombreuses et variées, et puis votre contact si les participants ont des idées ou toutes sortes, même j'imagine, de questions à vous poser. Merci beaucoup pour cette dernière présentation qui nous a permis aujourd'hui, du coup, c'était le but de faire un peu, de vous donner beaucoup d'informations pour que vous ayez un peu plus d'outils et d'informations pour vous aider dans vos pratiques quotidiennes. Voilà, comme il est 15h30, on va vous libérer pour respecter les heures, mais vous aurez donc, tous les participants recevront dans les semaines à venir le lien vers le replay de cette webconférence, les présentations et puis les documents et les liens, les études qui vous ont été présentées. Et voilà, je prends 2 minutes pour dire merci déjà à tous les intervenants qui ont pris de leur temps pour préparer cet événement, être là pour présenter et répondre à vos questions, et qui sont éventuellement disponibles pour répondre à vos questions si vous en avez par la suite. Et je vous rappelle, ça a été dit que cet événement a été organisé dans le cadre du Centre de ressources milieux humides de l'OFB, et c'est un portail qui dispose de beaucoup d'informations et d'actualités sur les zones humides. Donc, tout à l'heure, on en a parlé, mais je vais vous mettre là le lien dans le chat, et puis vous l'aurez aussi par la suite dans le mail. Voilà, Maxime l'a mis aussi dans le mail récapitulatif. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers Maxime pour toute question ou remarque, et puis vers les intervenants qui étaient là aujourd'hui. Et voilà, en conclusion, on espère que tout ce qui a été présenté aujourd'hui va vous aider dans vos réflexions et vos pratiques quotidiennes pour arrêter la dégradation des zones humides, c'est le but. Voilà, si tout est bon pour tous, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On vous dit à bientôt, et voilà, on espère que vous avez passé un moment agréable, et puis que ça vous a apporté des choses intéressantes pour vos pratiques. Merci beaucoup. À bientôt.